enfoncer des portes ouvertes. Hein. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été choisi pour vos qualités de leadership. Je vais essayer d'en parler sous un mode peut-être qui donne à chacun d'entre nous un espoir que nous pouvons être le leader dont l'entreprise qui sollicite Valtus a besoin. Autrement dit, on part d'une vision traditionnelle du leadership qui est assez simple, c'est l'homme providentiel. Donc il y a des leaders et puis les autres, malheureusement pour eux, ne le sont pas. Et un leader se définit comment ? Eh bien, c'est un homme ou une femme qui a des qualités particulières, de talent, de courage, de vision, qui fait qu'il arrive à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Bonaparte au pont d'Arcole, ou c'est Steve Jobs, ou c'est Jack Ma. Et c'est une vision très inspirante parce qu'elle nous donne des exemples à suivre et en même temps un peu paralysante parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'est pas Steve Jobs et puis il y a peu de chances que nous le devenions. Alors du coup, par effet inverse, vous avez vu se développer une approche entièrement différente du leadership, qui n'est pas on l'a ou on ne l'a pas, mais qui est chacun d'entre nous a un potentiel de leadership en lui. Autrement dit, c'est bien une qualité, le leadership, mais simplement, on en a tous un petit peu. Donc la question, c'est juste de le cultiver. Alors tous ceux d'entre vous ici qui ont un jour ou l'autre subi des tests de Foresight Profile, des MBTI, etc., vous êtes passés entre les mains de RH qui avaient cette vision du leadership. Autrement dit, on est tous un peu leaders et notre défi au quotidien, c'est de le cultiver, de le développer. Ça, c'est déjà plus sympathique parce que finalement, on a tous un espoir. En même temps, ça n'explique pas pourquoi certaines personnes munies des mêmes qualités, tantôt réussissent et tantôt ne réussissent pas. Et du coup, vous avez une troisième approche du leadership, qui est celle sur laquelle je voudrais revenir parce que je la trouve plus opérante, pour ce soir en tout cas, qui est de dire, en fait, ce qui fait le leader, ce ne sont pas ses qualités à lui, ce sont ses followers. Voilà, pour dire les choses tout simplement. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un leader ? Ce n'est pas parce que vous avez des qualités meilleures que d'autres, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous suivre. Et donc, en fait, le leadership, ça n'est pas ma qualité à moi de leader, c'est la qualité de la relation qui m'unit à mes followers, appelons-les comme ça, faute de mieux. Alors vous me direz, ok, elle se compose de quoi cette relation ? C'est quoi les ingrédients ? Sur quoi je peux jouer ? Et alors là, très heureusement pour nous, on a 2000 ans de sciences politiques qui nous expliquent ça, parce que c'est ce qu'on appelle l'art de gouverner, et vous avez des dizaines de philosophes qui s'y sont intéressés. Et pour réduire les choses à leur expression la plus simple, 2000 ans de réflexion sur la démocratie, ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'un système politique qui fonctionne, il a 3 ingrédients. Il faut un peuple qui le fonde. Deuxièmement, il faut un gouvernement qui le maintient. Donc pour vous, dans l'entreprise, ça veut dire qu'il faut une organisation opérante, une organisation qui fonctionne, qui délivre du résultat. Et troisièmement, il faut un projet qui l'inspire. Donc si je traduis ces 3 choses-là, je les sors du monde de la politique et je la mets dans l'entreprise. Il vous faut un peuple en premier lieu. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant que leader, la première chose à faire, c'est de vous demander comment est-ce que les gens qui travaillent dans mon périmètre, comment est-ce que je les prends en considération, comment je les écoute, comment je les associe éventuellement à la décision, etc. Alors bien entendu, il y a tous les sujets à la mode d'entreprises libérées, de management participatif, d'horizontalité. Mais quand vous êtes un manager de transition, ça n'est pas évident. Vous arrivez pour une durée limitée dans une entreprise qui a la culture qu'elle a. Si vous décidiez, à moins que ce soit la mission qu'on vous confie de transformer la culture de l'entreprise, mais généralement ce sont des choses de longue haleine, vous allez devoir exercer cette faculté de prise en compte des collaborateurs dans la culture telle qu'elle se présente. Et si elle est très verticale, cette culture, elle est très verticale. Et ce n'est pas un gros mot. Je veux dire, l'autorité et le commandement ne sont pas des gros mots. Mais simplement, vous pouvez exercer l'autorité tout en ayant cette considération. Alors, quand je me suis demandé quel était l'exemple le plus parlant de ces pratiques-là, qui pouvait peut-être pour vous être inspirant, j'ai pensé aux militaires. Vous voyez, l'armée, c'est l'un des rares endroits où, une fois que le soldat a dit « mes respects, mon général », il peut ensuite lui expliquer tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut changer dans l'organisation. Autrement dit, c'est dans bien des cultures, dans l'armée française c'est le cas, dans l'armée britannique, dans l'armée américaine, à la fois vous avez un très grand respect de la hiérarchie et de l'autorité, et en même temps une très grande liberté de prendre la parole pour faire des propositions, pour dire ce qui ne va pas. Je vous rappelle que l'un des critères principaux de notation des officiers généraux, c'est le moral des troupes. D'accord ? Donc le fait qu'ils prennent en compte
le bien-être, la contribution de leurs collaborateurs n'est pas quelque chose en plus, c'est essentiel pour leur propre avancement de carrière. Et alors comment font-ils ? Eh bien c'est simple, il y a 2 temps très distincts. Il y a le temps des opérations, on est au combat sur le terrain, et là ça ne discute pas, c'est du management très vertical, parce qu'on ne va pas commencer à discuter alors qu'on est en plein milieu d'une opération. Et puis il y a l'autre temps, celui qui est avant ou après. Et là, c'est vraiment le temps du débriefing. On regarde ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on aurait pu faire autrement. Et ça, c'est un temps très horizontal où l'officier général écoute ce que tout le monde a à dire. Ce mode, on va le retrouver aussi dans les orchestres, par exemple, entre le moment des répétitions et le moment du concert. Et je trouve que c'est un mode assez structurant pour se dire comment, dans une entreprise qui a la culture qu'elle a, qu'elle soit une culture horizontale dans laquelle je vais remettre un peu de verticalité ou une culture verticale où je mettrai un peu d'horizontalité, même si vous arrivez pour un temps limité, vous avez cette marge de manœuvre de dire je vais structurer les temps et donc les modes de relation, et ça vous permet au total de remplir cette première case, de cocher cette première case du leadership qui est comment j'associe les gens, non pas en renonçant à l'exercice de ma responsabilité ou à l'exercice de mon autorité, mais en trouvant des modalités adaptées et qui peuvent rythmer, puisque c'est l'un des maîtres mots de la soirée, rythmer le temps du déroulement de votre mission. Donc ça, c'est notre premier ingrédient. Le deuxième ingrédient qu'il nous faut, donc en sciences politiques, on dit qu'il faut un gouvernement qui maintient le système politique. Dans l'entreprise, ça veut dire qu'il faut une organisation qui fonctionne bien. Il n'y a rien de plus nuisible au leadership que de prendre des décisions ou d'annoncer des visions et qui ne soient pas suivies d'effets. C'est-à-dire on parle, mais il ne se passe rien. Alors ça, c'est vraiment ce qui peut détruire de la manière la plus certaine votre leadership. Donc comment on fait pour construire une organisation efficace ? Bon, déjà, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on considère être une organisation efficace. J'imagine que pour la plupart d'entre nous ici, on pourrait se mettre d'accord sur le fait que ça n'est certainement plus une organisation taylorienne, c'est-à-dire avec un concept d'efficience, ce serait plutôt une organisation agile, c'est-à-dire capable de continuer à délivrer sa mission, y compris dans un contexte changeant, complexe, ambigu, il ne se passe jamais ce qu'on avait prévu, etc. Alors du coup, comment je peux caractériser ou quelle source d'inspiration je peux avoir pour décrire cette organisation et qu'est-ce que moi, leader, je peux faire si j'arrive en mission dans un endroit pour essayer de me demander comment je vais mettre en place cette organisation efficace. Bon, alors, il y a des bibliothèques entières sur la question. Là encore, ce soir, je suis d'humeur militaire. Je vais vous proposer une référence militaire, c'est le général McChrystal, qui était le commandant des forces spéciales américaines en Irak et en Afghanistan, et qui s'est rendu compte que toute la belle organisation de l'armée américaine a été pulvérisée au premier contact avec les talibans, parce que juste, elle n'était pas adaptée du tout, et qui a donc rethéorisé comment je fais une organisation efficace où à la fois je tire parti de la puissance et des ressources de la grande organisation qui était l'armée américaine, mais en même temps, je suis tout aussi agile et mobile que mon adversaire. Et il a résumé ça en 4 mots. Il dit 2 choses. Il dit « empowered execution » et « shared consciousness ». Donc « empowered execution », ça veut dire « pour que mon organisation soit efficace, la décision doit être prise à la plus petite distance possible de l'action. » C'est-à-dire vraiment au plus bas niveau possible de la hiérarchie, le plus près possible du terrain, parce que toute distance entre celui qui agit et celui qui décide suppose des délais, de la perte de temps, de la perte de réactivité. Et pour que ça soit possible, il me faut l'autre composante qu'il appelle « shared consciousness », c'est-à-dire une conscience partagée. Et ça veut dire quoi, conscience partagée, pour un militaire américain ? Ça veut dire un jumeau numérique du champ de bataille. Ça veut dire une acquisition massive de données, et ça veut dire de l'intelligence artificielle. Autrement dit, il faut que le combattant qui est dans une rue de Kaboul ait accès à la cartographie complète, que ce soit les relevés satellites, les données des services de renseignement, la reconnaissance faciale, donc l'algorithme qui va lui permettre de reconnaître qui est la personne qui est en face de lui et qui puisse décider dans la minute et non pas en envoyant un rapport et qu'on lui réponde plus tard ce qu'il doit faire face à cet individu. Donc là, vous reconnaissez évidemment dans un contexte très différent la même problématique d'une entreprise qui est comment je fais pour que toutes les données de l'entreprise sur ses clients, ses produits, ses processus soient accessibles. La question à laquelle ça renvoie, c'est si dans votre équipe, quelqu'un est empêché de mener une action jusqu'au bout ou doit s'interrompre à un moment donné
pour poser une question à quelqu'un d'autre ou transférer le dossier à un autre service? Est-ce que c'est parce qu'il y a une information que l'autre service détient et que lui n'a pas, et que s'il l'avait, il pourrait décider? Dans ce cas-là, ça n'est pas une bonne raison. Je veux dire, ce n'est pas une bonne raison de fragmenter le processus. Ça montre juste une déficience de cette shared consciousness. C'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de mutualiser l'information. Deuxième possibilité, c'est, OK, il pourrait avoir accès à cette information, mais juste, il n'a pas la compétence pour la traiter. Alors, la même chose, je vous retourne la question, est-ce que vraiment la compétence que l'autre service met en œuvre est une compétence qui est à tout jamais inaccessible à une intelligence artificielle, ou est-ce que c'est quelque chose que peut-être pas aujourd'hui, mais demain, un bon algorithme saurait traiter au moins dans un premier niveau de compréhension? Et puis après, naturellement, il y a l'aspect d'équipe. C'est que de toute façon, ce n'est pas une personne toute seule qui va tout faire. Et là, ce qu'on voit qui est assez intéressant, ça commence à être une réflexion, OK, comment je forme mes équipes? Alors, vous avez deux manières de former des équipes dans les entreprises. Soit vous mettez les gens qui détiennent la même compétence ensemble, donc les juristes avec les juristes, les comptables avec les comptables, etc. Soit vous les mettez par équipe projet en fonction du but qu'ils ont à accomplir. Et ce qu'on voit de très intéressant, par exemple, quand vous avez aujourd'hui des entreprises qui réemménagent en flex office. Évidemment, les gens, le matin, arrivent et s'installent où ils veulent, mais en fait, pas tout à fait où ils veulent. On fait des zones pour qu'ils s'installent dans un endroit prévu. Et la plupart des entreprises se dirigent vers un système où il y a deux zonages. C'est-à-dire, il y a un zonage par compétence, c'est-à-dire le lundi et le mardi. Si je suis quelqu'un du marketing, je vais m'asseoir avec les gens du marketing. Et puis le jeudi, vendredi, où je vais m'asseoir avec mon équipe projet parce que je suis chargée d'un nouveau lancement de produits dans telle géographie. Donc vous voyez, à partir des 4 mots de notre militaire américain, vous avez vraiment ces deux dimensions, c'est-à-dire pour que mon entreprise, pour que mon organisation soit fonctionnelle, si je me résume, il faut ramener la décision au plus proche des gens qui vont vraiment délivrer, produire. Et pour pouvoir le faire, il faut que je leur mette à disposition de la donnée, de l'information, de l'intelligence partagée autant que possible. Et pour ça, c'est vraiment un investissement massif dans le levier numérique. C'est ce que Tocqueville nous disait déjà dans La démocratie en Amérique. Pour qu'il soit sage que le souverain abandonne son pouvoir de décision au peuple, donc pour qu'il soit sage que le directeur général délègue les pouvoirs à un collaborateur de l'entreprise, il faut que le peuple soit instruit et éclairé, disait Tocqueville. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les deux vont vraiment ensemble. Pour qu'une organisation soit efficace, il faut vraiment travailler sur la délégation de la décision. Et pour travailler sur la délégation de la décision, il faut travailler sur le partage de la connaissance et de la compréhension, et de la compétence. Donc ça nous fait notre deuxième case. Ça ne se fait naturellement pas du jour au lendemain, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous qui doivent être probablement mobilisés par des missions de transformation numérique travaillent plus ou moins sur ces sujets-là. Et notre dernière composante, c'est qu'il faut un sens. Il faut un sens pour, encore une fois, faire un système politique qui tient dans la durée, mais aussi pour faire du leadership. Alors là, la première chose que je dois dire, c'est, heureusement ou malheureusement pour vous en tant que leader, ça n'est pas vous qui donnez le sens. Il y a un chiffre très intéressant à retenir d'une étude qui avait été conduite en 2017 par le cabinet Deloitte à ce sujet-là, où on demandait aux personnes interrogées, c'était un échantillon d'une dizaine de milliers de personnes dans des entreprises, de répondre, est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord, avec des assertions suivantes. L'assertion la plus importante, c'était « le sens de mon travail est celui que je décide ». Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Et ils étaient à 85% à être d'accord ou pas d'accord. C'est-à-dire, la personne qui fait le sens de mon travail, c'est moi. D'accord ? Et par contre, vous aviez d'autres questions. Le sens de mon travail m'est donné par mon manager ou le sens de mon travail m'est donné par la direction générale qui avait des scores beaucoup plus faibles. Donc, l'idée selon laquelle le leader doit donner du sens, c'est juste une illusion. Le sens ne se donne pas, il ne vous est pas donné par un tiers, c'est vous qui le construisez. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne doit pas exprimer sa raison d'être, son mission statement, etc. Mais ça veut dire que c'est moi qui trouve du sens dans mon travail ou qui n'en trouve pas. Et ce que fait le manager, il crée les conditions pour que je le trouve ou que je ne le trouve pas. Autrement dit, ça lui est difficile d'avoir une action positive. En revanche, il peut très bien avoir une action négative. Alors, il y a 3 choses qui sont vraiment rédhibitoires. La première, c'est les injonctions paradoxales. Donc, l'injonction paradoxale, c'est travailler en équipe, mais alors par contre, pour les rémunérations variables, elles vont être individuelles.
Ou alors, fixez vos priorités, mais par contre, tous les matins, j'arrive avec une nouvelle urgence. Vous voyez, ça, c'est une injonction paradoxale. Alors ça, c'est première catastrophe. Deuxième catastrophe, c'est le manque d'équité. Alors ça, c'est perçu extrêmement... enfin, ça déstabilise la relation de confiance d'une manière absolument inimaginable. Enfin, l'étude que je citais est très claire sur cette question. Et puis alors la troisième chose qui est très destructrice, c'est ce qu'on appelle le déni de la conflictualité au travail. C'est-à-dire si dans votre équipe, il y a deux personnes qui se disputent et que vous faites semblant de ne pas le voir, ou vous leur dites « débrouillez-vous, c'est votre problème », alors ça, c'est également très destructeur. Parce que ce n'est pas le monde des bisounours dans l'entreprise, ça arrive qu'on ne soit pas d'accord. Et le leader est celui aussi qui doit réguler les tensions. Donc le fait de les ignorer et de dire « bon, bah, c'est votre affaire, vous êtes adulte, débrouillez-vous », ça aussi c'est très destructeur. Mon point était un peu de sortir d'une idée du leadership où finalement ce sont les qualités supérieures du leader qui font son leadership et plutôt de dire que le leadership c'est une attention à un certain nombre de détails dans ces trois domaines, la manière de prendre en compte les collaborateurs, la manière de faire en sorte que l'organisation soit efficace et la manière non pas de donner le sens, puisque je vous ai indiqué que je n'y crois pas, mais de le laisser émerger. Et finalement, si vous faites ces trois choses-là, vous n'avez pas besoin d'être Zorro pour recevoir les trophées Valtus, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Voilà, je vous remercie.